Tiens, continuons encore un peu. Et j'avais écrit donc à la page 5, le Dieu transcendant et omniprésent, bon maintenant nous commençons un peu à comprendre ce que ça veut dire, entend en fait, à travers le peuple, un peuple témoin, le peuple d'Israël, de retour sur sa terre, faire découvrir à tous les humains, je répète, dignes d'appréhender, selon le monde que chacun représente ici-bas, le projet initial enfoui dans la méta-histoire. Je voudrais là continuer un peu à approfondir la mission des nations. La mission des nations est elle aussi absolument fondamentale. Il n'y a pas un homme sur Terre qui n'a pas de raison d'être. Ça n'existe pas. Qu'on soit chinois, africain, sud-américain, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas. Chacun d'entre nous a une mission. Comme je l'ai dit plusieurs fois, cette mission, elle peut être, disons, petite, elle peut être moyenne, elle peut être grande, elle peut être immense. Mais elle a une mission. Maintenant, cette mission, elle ne lui est pas révélée. Par contre, ce qui est très important, et c'est ça là qu'il faut un peu intervenir et un peu, très peu, en quelques secondes, développer. La perception qu'a chaque nation de la réalité, de sa propre réalité, historique, économique, médicale, scientifique, naturelle, tout ce que vous voulez, est juste. Et juste. Par exemple, l'Occident, qui est dynamisé par ce qu'on appelle le rationalisme, la conscience rationnelle, Descartes, par exemple, Voltaire, pour les Français, toute la philosophie existentialiste, représente un ensemble d'éléments justes, absolument justes, mais pour ces nations. Chaque nation a sa propre vision de la réalité. Et cette vision est une partie, si vous voulez, inhérente à un nom de Dieu. Exemple, la France. La France a joué un rôle moteur fondamental du siècle en siècle et a apporté au XIXe siècle, après la Révolution française, le positivisme, le scientisme. Et évidemment, dans un premier temps, le positivisme, le scientisme, avec des sociologues comme Auguste Comte, comme Claude Bernard, qui était d'ailleurs médecin, et pour nous juifs, pour nous hébreux, absolument insupportable. Puisqu'ils ont voulu couper le nom de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, carrément, sans renier, sans être forcément anti-religieux, mais ils ont voulu être laïcs, c'est-à-dire la science, eh bien, c'est le fait de l'humain. Et Dieu, il existe peut-être, mais il est ailleurs, et il nous laisse tranquilles. Donc on est libre. Cette vision, qui est une vision, pour nous, complètement tronquée, complètement, disons, faussée, parce qu'elle n'est pas globalisante, mais c'est une vision de la France. Et cette France, avec cette vision-là, représente une réalité. Sans la vision scientiste, si vous voulez, de la vie économique, il n'y aurait pas eu le progrès économique et social en Occident, en Amérique, en France, en Angleterre. Toutes les méthodes, toutes les analyses, tous les discours démocrates, les discours républicains sont justes. Mais le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la France doit savoir où s'arrêter. La France doit savoir quelles sont ses propres limites. Elle ne peut pas s'arroger le droit de l'universel, elle ne peut en aucun cas, et j'y reviendrai souvent et longtemps sur ce thème, elle ne peut en aucun cas être le peuple visionnaire de l'humanisme universel, si vous voulez. Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas les éléments. Elle n'a pas les éléments. Donc, la France en tant que France, l'Amérique en tant qu'Amérique,
a un certain nombre de fonctions qui sont absolument fondamentales, nécessaires. Elles font partie absolument de l'universel, mais elles doivent connaître leurs propres limites. Jusque-là, plus que ça peut être extrêmement dangereux. Alors, je répète, la vision de chaque pays est, si vous voulez, unique. Chaque être, chaque État a une fonction unique. Par exemple, je répète, la philosophie allemande, fondée avec Hegel sur la philosophie de la praxis, c'est-à-dire la réalisation philosophique, eh bien, fait partie évidemment de ce pan-germanisme allemand, etc. C'est le monde de Bismarck, c'est le monde de la surpuissance, de Nietzsche. Mais maintenant, vous avez aussi en France ce monde de la démocratie, ce monde de si vous voulez, la liberté. Je prends un exemple, je vous donne un exemple très simple. La loi Le Chapelier, juste après la Révolution française, la loi Le Chapelier était un député de la Constituante, et il a tout simplement mis fin, après un discours célèbre, à 1000 ans de corporatisme en France. Chaque individu a la capacité de, si vous voulez, s'associer. Et cette capacité de s'associer a été confirmée par le traité d'Allard, aux environs de 1792, si je me rappelle bien, qui allait tout simplement presque non seulement confirmer, mais doter cette capacité d'association et de production d'une loi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, non seulement c'est la fin des corporations, mais en plus, chacun peut s'associer à un autre, un copain, un cousin, n'importe qui, pour pouvoir produire. La propriété des moyens de production est un élément fondamental de la constitution de cette époque-là, en France. C'est une règle de base en France. Donc, si vous voulez, sans cette règle, l'Europe, les Français, mais aussi les Américains, n'auraient pas pu se libérer de ces mouvements extrêmement lourds, certes très intéressants et très importants au Moyen-Âge, mais certainement pas avec la révolution industrielle, qu'on appelle les corporations. La corporation des serruriers, eh bien, était, si vous voulez, en quelques secondes, représentée par des maîtres serruriers et leurs apprentis. Chaque apprenti était sous la responsabilité du maître. Et donc, chaque apprenti sous la responsabilité du maître était nourri, logé par le maître, mais il n'avait pas droit à la propriété de ses moyens de production. Ça veut dire qu'il travaillait, il recevait, disons, un tout petit salaire, mais il ne pouvait pas. Il avait le statut d'apprenti. Pour pouvoir devenir maître, il fallait passer un examen, une sorte de CAP, de BEP, si vous voulez, ou de BP, de brevet professionnel, bac technique, pour devenir ce qu'on appelait à l'époque le maître d'œuvre, et cet examen c'était le chef-d'œuvre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était un monde clos, certes très, très, très solidaire, très, très intéressant pour le Moyen-Âge, très moderniste même, puisque on a amélioré la qualité des produits, on a amélioré les échanges, on a amélioré plein de choses ont été améliorées. Mais il a fallu casser ce processus pour pouvoir libérer l'homme par rapport à son travail. Et ça, c'est évidemment l'apport de la France, mais aussi l'apport de l'Angleterre. Et l'Amérique va se servir, si vous voulez, va se nourrir de ces révolutions françaises, la révolution libérale anglaise, et créer son propre système, qui est un système là aussi de domination, dominant. Mais encore une fois, ces nations vont utiliser les systèmes, non pas seulement pour se développer, pour apporter quelque chose de nouveau à l'humanité, mais pour dominer. Et c'est le problème de la surpuissance. Et cette surpuissance amène automatiquement le dépassement des limites. Et donc,
que ce soit, on en reparlera, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, tous les pays que vous voulez, eh bien, se sont développés, j'allais dire, au détriment des autres forces, et au détriment des autres nations. Elles se sont développées en dominant. Encore une fois, je ne critique pas, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je constate. C'est une constatation. Alors, il faut que ces nations sachent jusqu'où aller. Elles ont des capacités, elles ont des forces formidables. L'art culinaire français est unique, par exemple. Mais ne pas, pour cela, essayer de devenir une superpuissance dominante de l'art culinaire français dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien, la cuisine chinoise est aussi bonne pour les Chinois, etc., etc. Et ensemble, on essaie de créer une sorte de plat universel où toutes les cultures, toutes les arts culinaires sont, à la limite, portent en elles leur propre réalité, leur propre, j'allais dire, plaisir, et c'est tout. Et c'est tout. On ne va pas se servir pour devenir super chef et super chef parce qu'on est français, parce qu'on sait cuisiner, et donc dominer par la télévision et par les mass médias. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à ce niveau-là qu'il faut réparer. Et c'est vrai pour l'art culinaire, c'est vrai pour les arts, c'est vrai pour les banques, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le high-tech, c'est vrai pour tout. Utiliser ce que nous donne Akadosh Baruch Hu, c'est utiliser de manière parcimonieuse, ça veut dire limiter. On doit prendre strictement ce dont on a besoin, pas plus. Rien ne nous appartient dans ce monde. La terre ne nous appartient pas. Elle appartient à Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donnée, si vous voulez, pour réaliser. Mais réaliser selon des limites. Parce que lorsqu'on dépasse les limites, on crée évidemment des phénomènes surnaturels qui nous dépassent complètement, des tsunamis, des marées, des tremblements de terre, tout ce que vous voulez, qui font que, en fait, Akadosh Baruch Hu, Dieu, le Dieu un, maître de l'histoire, maître de toutes les histoires, le remet en situation, d'ailleurs, si vous voulez, de honte. Ça s'appelle, chez les kabbalistes, en fait, le pain de la honte. Ça suffit. Pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends, dit Dieu? Tu te prends pour qui? Pour un surhomme. Mais tu n'es rien du tout devant moi. Tu n'es rien du tout, baisse ta tête. Tout vient de moi. Pourquoi tu veux devenir de plus en plus riche et accumuler les dollars, et accumuler les euros, et accumuler les yens? Mais pourquoi faire? Distribue aux autres. Ouvre ta main. Vous savez, pour finir, je voudrais donner un enseignement du Harizal, Zichrono Tzadik Libracha, le Rav Luria, le Rav Ashkenazi, le Rav Luria. Le Harizal a dit dans son livre Etz HaChaim quelque chose d'absolument fondamental. Il faut donner la tzedaka. L'importance de la tzedaka. Parce que quand vous donnez un sou, avec vos deux doigts, vous tenez, regardez, une pièce, c'est comme un yud. Vous voyez, la pièce, la tête du yud, et ici, évidemment, le prolongement du yud. Vous le donnez où? À une main. Une main, c'est les 5 doigts, c'est la lettre E. Yud, E. Le Vav, dit le Harizal, c'est le bras. C'est le bras. Et le E, c'est quoi? C'est la main qui reçoit. Je répète, le Yud et la main, le bras qui va donner et la main qui va recevoir. Yud et Vav et. C'est pour ça qu'en fin de compte, il faut apprendre à donner et encore donner. C'est ça que veut Dieu. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il donne tout. Il nous donne tout avec profusion. Seulement, comme les nations ne sont pas dans un monde limité, alors on fait un peu n'importe quoi, on essaie de s'enrichir au détriment des autres,
et cela crée tous les cataclysmes économiques, monétaires, psychosociologiques, et tout ce que vous voulez, qu'a connu l'humanité depuis toujours. C'est pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Adar Bet, donc c'est la Simcha de Purim. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Purim, et que Dieu vous protège à tous, et que Dieu protège l'humanité repentante.